êtes convoqués aujourd'hui au bureau des parents. Vous avez bien entendu. Oui, c'est une convocation sérieuse. On va parler sérieusement. Bon, façon, on dit ça, on dit rien. Aujourd'hui, avec moi, une parente dont les enfants étaient et sont encore dans le système français. Je suis ravie de l'accueillir pour parler de scolarité, parentalité, pression de la note et pression des parents. Bonjour Camilla. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je suis ravie que tu sois là pour nous parler un peu de ton point de vue en tant que parente sur la scolarité aujourd'hui et sur la pression qu'on met sur nos enfants par rapport à leur avenir. Est-ce que tu es prête? Oui. On va ouvrir beaucoup de dossiers, d'accord? Et c'est pas une vraie convocation. Tu as déjà été convoquée au lycée? Non. La chance! Non. Oui, je suis chanceuse. Ah oui. C'est vrai. Très bien. Alors, on va commencer d'abord par une rubrique assez simple. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter aux abonnés? Je m'appelle Camille, je suis maman de 2 garçons. L'aîné a eu son bac il y a 3 ans, et le deuxième est en terminale générale cette année à un lycée français. D'accord, super. Tu es sûrement fière d'eux. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et si je te demande de te présenter d'une manière assez particulière, est-ce que tu es une parente à la maison stressée, chill, tu es plutôt coach, tu es comment? Je suis plutôt coach. Je suis aussi un peu stressée, mais j'essaye de ne pas trop le montrer. Je pense que ça se sent parfois. Mais j'essaye vraiment de les encadrer, de les accompagner dans leur parcours. Je fais du mieux que je peux. Oui, oui, comme tous, c'est très important. Alors, on va commencer par le premier dossier, donc le dossier flashback. Et là, on va parler un peu de ta scolarité à toi. Si tu pouvais résumer ta scolarité en quelques mots, elle était comment? Elle était, disons, elle était fluide. Ça s'est fait pas sans difficulté, mais je trouve que c'était assez fluide. J'ai travaillé plutôt en autonomie. Mes parents ont surtout fait que je sois responsable de mon travail, de mes études. J'étais assez sérieuse, assez disciplinée, je pense. Voilà, un pur produit du système tunisien. Et donc, ma découverte du système éducatif français s'est faite avec mes enfants, en fait. D'accord. Donc, tu as découvert, alors, fille du système tunisien aussi, donc on découvre qu'il y a deux systèmes complètement différents, je trouve. Il y en a plusieurs. En fait, même le système tunisien, je pense qu'il a changé par rapport À l'époque, oui. à l'époque. On est bien d'accord. C'est-à-dire que mes enfants ont commencé leurs études dans le système tunisien, sauf que je ne le reconnaissais plus. Et c'est au bout d'un certain temps que j'ai décidé de les faire basculer vers le système français. Je l'ai découvert sur le tas, c'est vrai. Ouais. Et donc, tu me lances la perche. Est-ce que tes enfants te ressemblent dans leur manière de travailler ou dans leur scolarité? Oui et non. Je pense que c'est une autre génération, donc c'est une autre façon de vivre, de penser, de voir les choses. Et que pour eux, il n'y a pas que les études. Ils ont une autre façon de voir. Je pense qu'ils ont été éduqués différemment, je ne sais pas, mais je pense que ils changent. On ne peut pas être pareil. On peut pas être. Ils sont différents. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes, leur bien-être, leur passion, leurs envies. Moins dans l'obligation de voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et cette différence, je pense que il faut l'accepter parce que on peut pas faire autrement. Ils sont différents et on pourra pas les changer. Et est-ce qu'ils sont studieux comme toi, tu l'étais à l'époque? Est-ce qu'ils ont gardé ça de maman?
Oui. Enfin, oui, ils sont pas... oui. Enfin, j'étais pas très studieuse, hein. Je faisais ce qu'il fallait faire, sans plus. Mais eux aussi, ils sont assez responsables avec quelques... Quelques petits écarts, c'est Oui, mais normal, c'est de normal. Mais l'adolescence. en gros, ça va. Super. Est-ce qu'il y a une matière qu'ils avaient étudiée dans le système français que tu aurais aimé avoir quand tu étais dans le système tunisien? C'est différent, on a des matières différentes. Moi, j'ai découvert avec eux certaines matières que nous, on avait à l'université quand on se spécialisait dans une orientation ou une autre. Par contre, eux, c'est un peu global et ils touchent à tout, je trouve, jusqu'au bac, en fait, jusqu'à en tout cas leur choix de spé. Je pense que, bon, pour les matières, enfin, on a pratiquement, quasiment, pas exactement les mêmes matières, mais je pense que c'est plus la façon d'enseigner, d'aborder les matières qui que j'aime bien. Mhm. Il y a aussi les matières d'art plastique, par exemple. Je trouve que l'approche au niveau du système français, elle est magnifique. Euh, les sciences sociales, tout ce qui est histoire, géographie, Oui. les sciences économie et sociales, ça, c'est des matières que je trouve extraordinaires et j'aurais aimé avoir eu de tels enseignements durant mon cursus au lycée. C'est vrai que j'ai apprécié, j'ai étudié avec eux, j'ai redécouvert l'histoire et la géographie autrement, en fait. Oui, tout à fait. Très bien, on passe au dossier suivant. Dossier, ce que pensent les parents vise la réalité. Donc, ici, je vais te donner quelques phrases. Alors, ce que selon toi, tu me donnes ta définition et après la réalité des choses. D'accord? Par exemple, tu pensais que réviser, c'est quoi? Si je te demande de définir aujourd'hui les révisions. Réviser, on a un contrôle demain ou la semaine prochaine. Pour toi, réviser, c'est quoi? Mémoriser. Mémoriser. Et la réalité des choses avec tes enfants, c'était quoi réviser pour eux? C'est lire et relire et relire et relire pour mémoriser. Aussi, donc la même définition. Oui, mais je pense c'est un peu plus laborieux pour eux, je pense, pour cette génération qui sont enfin, c'est une génération qui est habituée à des écrans, des tablettes, des informations qui circulent, des vidéos courtes, et ils n'ont pas du tout la même capacité que je pense. Enfin, j'ai cette impression, du moins. Je me trompe peut-être, mais que les modules, ils ont des modules différents de nous. Oui, tout à fait. Non, non, mais je suis bien d'accord. Alors, tu pensais que le bac allait déterminer son avenir? J'utilise cette phrase parce que la majorité des parents disent, voilà, le bac, c'est le bac. Ça reste important, c'est un diplôme. Sans lui, on ne peut pas imaginer un avenir. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu penses que le bac va vraiment déterminer l'avenir de tes enfants, qu'il l'est ou pas? Le bac ouvre certaines portes. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. Après, sans le bac, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres voies, beaucoup de métiers, beaucoup d'expériences qui peuvent être faites même sans le bac. Oui, avec le bac, on aura d'autres possibilités en plus, mais c'est pas... C'est pas la fin du monde. Ben non. Très Surtout bien. maintenant. Ouais. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer à beaucoup parce que on rencontre des élèves en échec, on rencontre des élèves qui, le système, n'importe lequel, qu'il soit tunisien, américain, français, mais ils n'arrivent pas à suivre ce rythme-là des études et donc ils se sentent en échec et ils ont toujours cette hantise de ne pas réussir, de ne pas avoir ce diplôme qui est le bac. Et c'est pour leur dire qu'aujourd'hui, ils ont cette chance-là parce qu'à notre époque, le bac était important. Le bac déterminait notre avenir parce que les diplômes déterminaient notre avenir, que ce soit pour postuler dans n'importe quel métier. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les soft skills, il y a la communication, il y a l'intelligence artificielle qui n'arrête pas de se développer et de remplacer l'humain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important, certes,
il pourrait ouvrir des portes, beaucoup de portes, mais si on l'a pas, ce n'est pas aussi grave que ça. On peut le contourner aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est une chance pour cette génération. Ouais. Alors, je pensais que mon enfant n'en faisait pas assez. Oui, forcément. Euh, mais je pense que ça part d'une bonne intention. Je pense que chaque parent a envie de voir son enfant exceller, a envie de, de lui éviter un stress, un échec, une mauvaise note, une mauvaise remarque, une mauvaise appréciation. Je pense que chaque parent voudrait que son enfant soit parfait, le meilleur. Voilà. Oui. Mais en réalité, alors toi, tu En pensais réalité, que... il y a de très très bonnes surprises, hein, des fois, souvent. Des fois un peu moins bonnes, mais bon, en gros, ça va. Ouais, ça veut dire que il en faisait assez quand même. Oui, oui, en fait, mais je pense que finalement, à un moment, il faut leur faire confiance parce qu'ils ont la capacité de trouver leur manière à eux de faire qui peut être différente de la nôtre, mais qui marche. Parce que c'est ça, ils sont différents, ils ne sont pas nous. Ouais, tout à fait. Ils nous ressemblent, mais ils sont pas nous. Exactement. Oui, très bien. Alors, on passe au dossier suivant. Les parents ou le parent dans tous ses états. Là, je vais te donner des situations et tu vas me raconter en fait ta réaction sur une échelle de 1 à panique totale. D'accord. Tu étais où à peu près quand tu as vécu ce genre de situation? La première, alors ton enfant te dit « j'ai rien révisé la veille d'un examen ». Panique, colère, la totale. La totale. Oui, et donc, c'est quoi la solution après? Donc, C'est de réviser. donc Pas le choix. tu l'emmènes. Voilà, il faut cours, vidéo, tout ce tout ce qui est possible de faire la veille. Hein, Ouais. voilà, essayer de guider pour voir l'essentiel, ce qu'il y a de plus important à retenir pour pouvoir passer un examen. Ok. Il sort de l'épreuve en disant « c'était horrible ». Ou alors « je pense que j'ai raté, maman ». Ce qui est fait est fait, là. Ça sert à rien. Il faut se rattraper. Il faut bosser plus, Ok. régulièrement. Ouais. Il ne parle pas du tout de ses examens. Par exemple, c'est la semaine, tu sais que cette semaine, il passe 2 SP, un oral de français, arabe, espagnol. Toute la semaine, il est, en rentrant à la maison, il ne te dit rien du tout. Il ne te dit pas, voilà, maman, j'ai raté, ou alors j'ai bien passé. Il n'en parle pas du tout. C'est souvent le cas, en fait. Souvent, c'est une réponse vague. C'est je sais pas, ça devrait aller, on verra. J'ai souvent droit à ça. Après, Tu te contentes de ces réponses? j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je le saurai quand je recevrai la copie. Ça sert à rien de. Ce qui est fait, en fait. Mm. En fait, je pense que le plus important, c'est en amont. Ouais. Une fois c'est fait, ça y est, on passe à autre chose. Ok. Il pleure ou il s'énerve. Après n'importe quel type d'événement, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas que les notes au lycée, mais vu la pression qu'ils ressentent, ils se mettent parfois eux-mêmes la pression, hein. Je ne dis pas que forcément c'est les parents qui mettent la pression, mais parfois c'est un élève, je les rencontre souvent, ils se mettent eux-mêmes la pression, il veut avoir une bonne note, il veut avoir la meilleure note parfois. Et donc cette pression-là, certains élèves, ils commencent à la transformer en une sorte de colère, d'autres en pleurs. Donc on réagit comment? On essaye de consoler, hein. On fait l'éponge, on les aide à apprendre à gérer leurs émotions et à gérer leur stress surtout. Mhm. C'est pas évident, mais c'est un des apprentissages de la vie. De toute façon, l'école, c'est la première étape. Après, il y aura le travail, il y aura la famille, leurs enfants, etc.
Donc, c'est comme ça qu'on apprend à gérer le stress. Mais voilà, les parents, c'est pour essayer de euh, leur expliquer que finalement, ça fait partie de la vie, oui. Peut-être que leur stress n'a pas de sens, qu'ils voient ça comme quelque chose de très important, qui pèse beaucoup, mais finalement, on les aide à relativiser. Mhm. Ouais. Très bien. Alors, merci Camille. On passe au dossier suivant, les phrases à garder et les phrases à bannir. Là, tu vas utiliser une pancarte avec vrai ou faux. En fait, dans ce dossier, il y a des réussites, il y a aussi des erreurs. C'est des phrases qu'on entend, que les enfants entendent surtout. Si tu trouves que c'est à bannir, donc tu as le rouge. Et si tu trouves que c'est à garder, tu as le vert. Alors, tu peux utiliser une seule pancarte vu qu'il y a les deux couleurs Ah, d'accord, recto-verso. super. Voilà. Donc, première phrase. Je te fais confiance. Ouais. Ouais, il le faut. Il le faut, même si il y a une place au doute, je pense que quand même, il ne faut pas le montrer et leur laisser... enfin, il faut on le leur dise, hein, qu'on leur fait confiance. Je pense que c'est le premier pas pour que eux, ils aient confiance en eux-mêmes. Ouais, tout à fait. Moi, à ton âge, par exemple, en général, moi, à ton âge, j'étais studieuse, première de la classe. Tous les parents étaient premiers de la classe. Hein. Je me rends compte que y a eu une génération. Non. Il y a ça et il y a la comparaison entre les fratries. Ça, je trouve que c'est... On est différents, on peut pas se comparer. Après, moi, quand j'y pense, il y a des choses que j'aurais aimé être à leur place, là, maintenant. Donc, on est différents. Ils ne peuvent pas être comme moi. Je ne serai jamais comme eux. Et donc, la deuxième phrase, tu devrais faire comme X. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un camarade. Alors, oui et non. Donc, les deux. Dans le sens où il y a, il y a- non, il y a toujours de bons exemples autour de nous. Il y a toujours des personnes qui nous inspirent. Donc oui, dans certaines situations. Après, il ne faut pas que ça soit répétitif, constant, parce que finalement, ça va détruire la confiance que peut avoir un enfant en sa façon de faire, sa façon de se projeter, ses ambitions, ses projets. Ouais. Quoi qu'il arrive, on est là. Ah, ils en ont besoin. Ah, et c'est tout à fait normal, je pense. Ouais, ils ont besoin d'entendre ça et de le prouver aussi. Ce n'est pas si compliqué. Pourquoi tu n'y arrives pas? Oui et non. Oui, oui, parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, des fois, oui. Parce que des fois, c'est pas vraiment compliqué. Des fois, ils ont l'impression que c'est une montagne alors que non. Mais il faut pas que ce soit pareil tout le temps, parce que sinon, ça va détruire leur Estime de personnalité. soi. Exactement. Ouais. Ton effort est plus important que le résultat. Oui. Ça, oui, c'est clair. Même s'il a une mauvaise note. Mais tu l'as vu, tu as vu que pendant toute la semaine, il avait révisé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Ça veut dire que les efforts pour réussir l'examen étaient là, sauf que la note n'a pas suivi derrière. Oui. Bah, après, c'est un apprentissage. Ils vont à l'école pour ça. Et il y aura toujours un moyen de se rattraper les valses suivantes. Donc, Ok. Alors ça, on entend parler tout le temps. C'est quoi la meilleure note de la classe? Il rentre, lui, content. Maman, j'ai eu 15 aujourd'hui, je suis très content. Et là, le parent qui lui dit, ah ouais, ok, c'est bien, mais c'est quoi la meilleure note? alors,
Non. Moi, je pose plutôt la question, la moyenne de la classe. Je demande la moyenne de la classe. Ok. Pas la meilleure, la moyenne. Et si c'est, par exemple, c'est 17? Ça va. Lui, Non, il a eu mais- 15, la moyenne de la classe, c'est Non, 17. non, ça va. Je suis pas aussi... c'est-à-dire que mais j'oublie pas que quand j'étais élève, il y avait des hauts et des bas, on pense bien faire et ça marche pas, et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Moi, c'est plus la progression qui compte pour moi que l'excellence. Non, il faut qu'il y ait une progression. Ils sont là pour apprendre. Alors, fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Oui. Oui, parce que de toute façon, il y a certains élèves qui sont excellents partout, mais ça peut pas, c'est pas le cas de tous les enfants. Donc l'essentiel, c'est de faire l'effort. Et voilà. Après, on verra par la suite. Dernière phrase, tu ne sais pas ce que c'est que la vraie pression. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. Oui. Et je pense qu'ils n'imaginent pas la vraie pression. Et ils n'imaginent pas ce qui les attend après le bac déjà. On a beau leur dire que les études supérieures sont encore plus dures que l'année de terminale et que la pression est plus importante et qu'ils seront livrés à eux-mêmes, ils seront pas aussi encadrés, etc. Je pense qu'ils n'imaginent pas ce qui les attend après le bac. Mais je pense aussi que selon leur échelle à eux, tu vois, sur l'échelle de j'ai peur jusqu'à paniquer, la pression des notes aujourd'hui, la pression des évaluations, le rythme scolaire, la pression du choix aussi de leur avenir, que ce soit les universités ou autres, la pression des choix de spé, etc., ça reste à leur âge le paroxysme de la pression. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comparer avec autre chose, parce que là, ils ont l'impression qu'ils sont au sommet. Ils ne peuvent pas comparer, par exemple, avec la pression du brevet ou des années précédentes. Nous, adultes, on compare avec la pression de la vie. Mais eux, ils n'ont pas cette échelle-là. Oui, mais je pense qu'ils doivent en être conscients, surtout s'ils décident de choisir certains cursus. Parce que en post-bac, il y a des cursus qui sont vraiment très durs. Et donc, quelqu'un qui a du mal à gérer son stress, à résister face à un stress, à une pression, doit faire attention parce qu'il ne pourra pas tenir, en fait. Ça aussi, ils doivent en être conscients. Ouais, tout à fait. Merci Camille. Alors, on passe au dossier suivant. Et là, c'est débat, parents, profs. Là, c'est plutôt, en fait, tu vas prendre le buzzer. À chaque fois, en fait, je vais te poser des questions selon des thématiques un peu différentes. Et si tu as quelque chose à dire, ou en tout cas, tu n'es pas d'accord, tu buzzes. D'accord ? Alors, la première thématique, c'est la pression des notes. Donc, selon toi, les notes stressent-elles trop les élèves ? Oui. Pourquoi, à ton avis ? Je pense que c'est... je ne sais pas si c'est les parents, si c'est les enseignants. En fait, c'est le retour, c'est la façon de voir le résultat de leur investissement. Mais réellement, est-ce que c'est suffisant pour juger de leur investissement ? C'est ça le problème. Ouais. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, on peut, comme on a dit tout à l'heure, il peut travailler, faire l'effort et avoir une mauvaise note. Et cette note-là reflète réellement, c'est comme si ça reflétait sa valeur à lui, pas que la valeur de son apprentissage. C'est ça, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi la pression des parents. Il y a l'importance que donnent les parents aux notes. Ouais, et ça, j'ai découvert que c'était culturel. Tunisien, pur et dur.
Mais c'est le système éducatif tunisien qui fait ça. Alors qu'au niveau du système français, c'est complètement différent. Les notes, oui, elles sont importantes, mais il n'y a pas que ça. Ouais, mais les parents gardent cette culture-là de la note, cette culture-là de l'excellence. C'est d'où une pression sur certains enfants, parce que le papa ou la maman derrière, on les voit en classe quand ils ont une mauvaise note ou une petite note, on va Mm. dire. Et là, ils pâlissent, ils deviennent livides. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, maman va m'engueuler ou papa va m'engueuler parce que il veut que j'ai des bonnes notes en maths, que j'ai des bonnes notes, je sais pas moi, en français, etc. Selon les critères des parents, ça change. Et donc, je pense que même si dans le système français, oui, on essaye forcément de réduire ce rapport à la note, mais le côté culturel Reste. tunisien chez nous, il s'impose Mm, mm. énormément, je trouve. Oui, exactement. Mais je trouve que c'est dommage parce que réellement, on le voit. De toute façon, toutes les matières ont le même coefficient au système français. Toutes les matières sont importantes. Mais je pense effectivement, certains parents, on le voit, il faut que mon fils fasse spé maths. Non, il faut qu'il fasse spé physique. Euh, alors que réellement, il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire en fonction de ses projets. Ouais. Et je pense que la nouvelle réforme avec alors ça, toi, tu l'as pas vécu, mais la nouvelle réforme avec un bac maths en première, avec le bac français, cette année, il passe bac Oui. maths et bac français. Mhm. Je pense que ça a plu à beaucoup de parents qui vénèrent les Oui, maths exactement, oui. pour essayer de convaincre leur fils ou leur fille que c'est important d'avoir les maths en Des maths, cursus. exactement. Ouais. Thématique suivante, le rôle des devoirs. Est-ce que les devoirs sont aussi utiles et importants pour apprendre ou comprendre? Ou en tout cas pour maîtriser une matière. Les devoirs de maison. Hein, Sincèrement, non. Oui, mais tu dois être sincère. Je n'ai pas l'impression. Je pense que le plus gros se fait en classe. Et le plus gros doit se faire en classe. Ouais, je suis d'accord. C'est une corvée. Les devoirs maison, pour moi, c'est une corvée. Parce que tu dois les faire avec les enfants après. Non, pas du tout, parce que ça empiète sur un temps, sur leur temps. Ils passent énormément de temps au lycée à étudier. Pourquoi empiéter sur le temps des enfants à la maison? Sur la vie de famille? Sur leur activité, leur moment de repos? Je trouve que non. Pour moi, le rêve, c'est une école sans devoir maison. Ouais, mais là, je vais te donner l'autre point de vue, celui des profs. C'est que en 2 heures de temps, la journée, je peux expliquer la notion, je peux l'appliquer, mais c'est très dur de trouver du temps pour pratiquer davantage. Et en général, la pratique dans toutes les matières, qu'elles soient scientifiques ou littéraires, plus on pratique, plus on maîtrise cette notion. C'est pour ça que la majorité des professeurs, quand on ne trouve pas le temps en classe, on donne forcément des devoirs supplémentaires, ou en tout cas, c'est des devoirs de maison. En général, c'est des exercices. Je ne parle pas des professeurs, je sais, qui font le minimum en classe et qui donnent une panoplie ou l'exercice de maths de 1 jusqu'à 25. Je comprends, je sais ce que c'est. On l'a tous vécu, hein, ce calvaire-là, mais je parle plutôt des profs qui font de leur mieux en classe, qui expliquent la notion, qui pratiquent, qui font de la théorie et la pratique. Ça veut dire ils s'exercent, ils aident les élèves à s'exercer en classe, mais parfois certaines notions sont un peu plus compliquées, il faudrait avoir plus d'exercices à faire à la maison, d'où le devoir de maison. Oui, mais je trouve que, en fait, ce qui se passe quand on donne des devoirs maison aux élèves, ils ont souvent, sauf quelques exceptions, tendance à ne faire que ça et ne pas faire plus que ça. Et ça n'encourage pas vraiment l'autonomie des élèves. C'est ça, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, oui, ils nous ont donné des choses à faire, je les fais et je m'arrête là. Certains élèves, oui, révisent de leur propre gré, ils revoient leurs cours, ils travaillent
en autonomie parce ils visent l'excellence. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai l'impression que souvent, là, ce que je vois, c'est des enfants. Alors, j'ouvre Pronote, j'ai ça à faire, je le fais, c'est bon, j'ai fini. Et ils passent à autre chose. Voilà. Juste cocher. Ouais. Fait. Voilà, Et c'est tout. Ouais. On ne me demande pas, je ne fais pas. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Alors, thématique suivante, l'intelligence artificielle et les outils numériques. Donc, les outils comme ChatGPT aujourd'hui, Gemini et autres, normalement, ils sont là pour aider. Est-ce qu'ils aident vraiment ou est-ce qu'ils nuisent à l'apprentissage? On n'a pas le choix, on doit faire avec. Je vais te raconter mon vécu. Je me rappelle de l'époque où on a commencé à parler d'Internet. Et c'était le grand débat. Les jeunes vont arrêter de lire. Ils vont avoir accès à l'information rapidement. Ils arrêteront d'ouvrir les dictionnaires, les livres, etc., etc. Et c'est vrai, oui et non, dans le sens où c'est vrai que je me rappelle que je galérais pour avoir les articles scientifiques pour mes études supérieures. Je galérais pour commander des livres. Il fallait l'attendre que le livre arrive, etc. Il fallait demander à la bibliothèque de la faculté pour avoir une revue et lire un article. Alors que maintenant, c'est facile. Je ne dois pas attendre 2 jours pour accéder à un article. L'accès à l'information est rapide. Et c'est ça, en fait. Je pense qu'on s'adapte à la technologie qu'on nous offre. Il y aura un changement, c'est clair. Je ne pense pas qu'il y aura que du mauvais. On perdra sûrement certaines choses, mais on est obligé de faire avec. Est-ce qu'on a le choix? Alors, le choix d'interdire, non, mais de contrôler, je trouve que oui. Parce que, et c'est toujours le point de vue de la prof, là, quand on donne des devoirs à la maison, on reconnaît aujourd'hui si c'est fait par l'élève ou par ChatGPT quand même. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, s'il va travailler avec l'intelligence artificielle, il va se faire attraper. Et il sera confronté à un examen où il n'aura pas accès à l'intelligence. Mais il n'y a pas que. En fait, nous, ce qui nous dérange, c'est pas qu'ils l'utilisent. Au contraire, moi, je donne des astuces aujourd'hui à mes élèves. Je leur dis, là, vous avez le droit d'utiliser l'intelligence artificielle. Demandez-lui de faire ça, ça, ça et ça. Parce que je trouve que ça serait, comme tu le dis tout à l'heure, ça serait absurde. Aujourd'hui, ils ont tous ces moyens-là. Ça serait absurde qu'ils ne bénéficient pas. Mais nous, profs, ce qui nous dérange, c'est que l'élève ne prend pas le temps de réfléchir ou de travailler. À partir du moment où tu lui donnes n'importe quelle tâche, il sait que l'intelligence artificielle va le faire plus rapidement. Et parfois, ils me disent « Ouais, mais ce qu'il écrit, c'est mieux que ce que j'écris moi. » Donc, ils trouvent qu'elle est meilleure. Certes, on est bien d'accord. Mais c'est ce réflexe-là de partir tout de suite vers la facilité, vers la roue de secours, vers l'intelligence artificielle, plutôt que de faire l'effort. C'est ce qui est pénible, c'est ce qui nuit à l'apprentissage d'un enfant aujourd'hui. Oui, mais je pense que à un moment, je pense que le système éducatif doit évoluer en tenant compte de la présence de l'intelligence artificielle. On n'aura pas le choix. Il n'y aura pas moyen de faire une marche arrière. Les compétences seront différentes. Les attendus devront être différents. Et il va falloir faire avec. Je pense que le souci est que l'éducation et la technologie évoluent à 2 vitesses différentes. Je pense que c'est le gros souci maintenant. Ouais. Et l'écart est en train de se creuser. Oui, un grand écart, on Exactement. est bien d'accord. Oui. Merci. Alors, thème suivant, orientation et choix de filière. Et là, la question se pose toujours. Est-ce que les parents influencent forcément le choix de leurs enfants? Certains, oui. Donc, on buzz. Ouais. Voilà. Certains, oui. Je pense que
ce n'est pas une bonne chose. Enfin, moi, c'est ce que moi je pense. Je vois comme ça. Un enfant a le droit de choisir son chemin en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il aime. On peut ne pas être d'accord, mais de toute façon, il faut que, tôt ou tard, je pense qu'il sera confronté à son choix. Et je préfère que ce soit son choix que ce soit le mien. C'est-à-dire que je pense pour qu'un enfant puisse réussir, il faut qu'il aime ce qu'il est en train de faire. On ne va pas lui imposer quelque chose qu'il n'aime pas et lui demander de réussir. Et je le vois même avec chez des adultes. Ils ont fait telles études parce que c'est un choix imposé par les parents et ils ont fini par changer de métier, de carrière au bout de 10, 15, 20 ans. Autant les laisser faire ce qu'ils veulent dès le début. Ouais, d'où le débat tout à l'heure en off, quand on a parlé de ton enfant cadet qui a choisi. Alors moi je le connais, je sais que c'est un artiste pur et dur. J'ai longtemps apprécié ses dessins. Je ne sais pas comment il appelle ça, ses tableaux, je ne veux pas l'offenser. J'ai toujours vu en lui un véritable artiste et j'étais étonnée, sincèrement, que je n'étais pas étonnée de son choix. J'étais étonnée de ta réaction. Parce que quand on s'est appelé, quand on en a discuté, je t'avais dit, alors, finalement, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Je sais que depuis longtemps, il voulait faire des études d'art. Après, je n'ai pas les détails de quel type d'art et tout. Mais je me disais que plus tard, parents, vous allez essayer, papa et maman, de le faire dévier un peu du chemin avec ce qu'on raconte toujours aujourd'hui, les préjugés sur les études d'art, que l'art, c'est une passion, ça peut pas être un métier, c'est pas un gagne-pain, etc., etc. Et tu m'as surprise en disant, non, il veut faire des études d'art, je l'encourage, je suis derrière lui, au contraire, il va faire ça. Limite même, tu m'as dit, tu pensais qu'il allait faire autre chose? Je pense pas qu'il pourra faire autre chose, c'est sa vie, l'art. On le voit, on le sent, il vit pour l'art, donc je l'épaule, je l'aide, je l'encadre, et j'espère qu'il va pouvoir réussir. Non, sûrement. Il a du talent, sûrement. Mais le jour où il est venu te dire, maman, je vais postuler, il est sur Parcoursup normalement maintenant, c'est la période, je vais postuler dans des universités d'art. C'était quoi ta première réaction? Un peu peur quand même, parce que c'est un milieu que moi je ne connais pas. En fait, je pense que la peur vient de là. Après, je me dis, même moi, dans mon choix de cursus universitaire, je me suis lancée sans connaître Le domaine. le domaine et le milieu. Et donc, dans ma famille, mes parents sont des littéraires. Et alors que moi, j'étais la première à choisir des études scientifiques. Donc, voilà, j'ai eu peur parce que réellement, je ne connaissais pas son domaine, tout ce qui est artistique. Et je suis en train de découvrir avec lui les études, tout ce qui suit, tout ce qui va avec, les débouchés, etc. Donc, voilà, c'est un peu aussi enfin, je suis avec lui, c'est tout. Mais oui, un peu peur, c'est clair. C'est la peur de l'inconnu. De l'inconnu, oui, tout à fait. Alors, dernière thématique, équilibre vie scolaire, vie personnelle. À ton avis, est-ce que les activités extrascolaires sont bénéfiques pour un enfant aujourd'hui, surtout pendant ces années-là un peu charnière qui est la première et la terminale? Je trouve certains élèves qui, pendant par exemple toute leur scolarité, faisaient du sport, du théâtre, etc., etc. Et là, en terminale, ils se disent « Ah non, mon emploi du temps est assez chargé, j'ai des choses à réviser, je dois être à jour » et ils arrêtent. Est-ce que tu es d'accord de laisser tomber des activités extrascolaires par rapport aux études ou pour se concentrer que sur la vie scolaire?
Je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Après, ça dépend de comment l'enfant vit son année. Mhm. Mais je ne pense pas que 2 heures ou 3 heures par semaine puissent vraiment avoir beaucoup d'impact sur les études. C'est-à-dire consacrer 2 heures ou 3 heures de son temps à une activité extrascolaire, sportive ou artistique, ça ne peut que faire du bien. C'est une soupape. C'est un moyen de s'épanouir, de s'éloigner un peu de la pression de la terminale, de la Ouais. première. Ou de la première, oui, du bac, quoi. Exactement. Ouais, oui, je suis totalement d'accord. Je trouve qu'ils ont en plus l'avantage dans le système français, c'est que il y a énormément d'activités extrascolaires Exactement. scolaires. Déjà, oui. Déjà, donc les clubs, la radio, le journal, etc., etc. Donc j'en passe. Mais oui, aussi, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux élèves, surtout s'ils ont l'habitude d'avoir une activité depuis leur jeune âge. Ça veut dire une activité où ils se défoulent, où ils rencontrent d'autres personnes, où ils parlent d'autre chose que de l'école. Exactement. Merci Camilia. On passe au dossier suivant. Faire de son mieux. Alors, ici, on va ouvrir un peu un sujet assez particulier, un dossier de réussite et d'erreur, mais plutôt un dossier de tentative. Ça veut dire, je vais te poser des questions, c'est des petites astuces qui pourraient aider peut-être les parents aujourd'hui, des choses qui ont réussi pour toi, qui ont réussi avec tes enfants, et ça donnerait peut-être des idées aux parents dont les enfants l'année prochaine seront en première ou en terminale, ou même au brevet, puisque ça reste un diplôme quand même, et la pression de l'évaluation. Un truc tout simple que tu as fait et qui t'a vraiment aidé en période de stress ou en période d'examen. C'est utiliser les podcasts, les chaînes YouTube de profs. Ça aide beaucoup. Ouais. Ça m'a permis, en fait, et comme je l'ai dit, parce que je ne connaissais pas le système français, de découvrir les attendus. C'est-à-dire, quand j'écoutais avec lui une leçon, j'arrivais à comprendre ce qui était attendu. Alors que si j'avais, moi, essayé de réviser, de l'aider pour ses révisions, j'aurais jamais j'aurais jamais pu comprendre quels sont les points les plus importants qu'il doit maîtriser, qu'il doit connaître pour ses évaluations, pour ses progressions. Très bien, oui. Et donc, n'hésitez pas à suivre Bac Brevet. Parfait, là où je donne des petites astuces pour les élèves principalement. Mais ça pourrait aider aussi les parents qui révisent ou qui aident leurs élèves à réviser. Elles sont plutôt centrées sur le bac et le brevet. C'est les notions de français à retenir absolument. Alors, une erreur que tu ne referais jamais. Je ne sais pas, sincèrement. Un faux pas, quelque chose, peut-être une remarque, une action, quelque chose. Peut-être, je ne sais pas moi, le fait de pousser par exemple son enfant à faire quelque chose alors que au début il n'était pas d'accord. Je pense que c'est plus... j'ai eu du mal en fait à comprendre au début les différences entre le système tunisien et le système français. Ça, j'ai vraiment eu du mal au début. Mais voilà, je pense que c'était surtout ça. Au début, j'étais vraiment perdue. Je trouvais que c'était différent. J'étais dans... je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'était... En fait, je trouve que aussi dans le système français, on pousse vraiment les enfants vers une autonomie plus importante et vers un apprentissage du raisonnement, de la critique, de l'analyse plus différent. C'est-à-dire que c'est différent. Il ne fallait pas apprendre la leçon par cœur. Il fallait apprendre à raisonner, expliquer. Avoir un esprit critique. Voilà, exactement. Ouais. Un esprit d'analyse et un esprit critique. Ça, j'ai eu du mal au début à le cerner. Et oui, si c'était à refaire, les premières années, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple.
pour nous tous. J'imagine. Alors, comment soutenir sans mettre la pression? Comment soutenir son enfant? Depuis tout à l'heure, tu dis, j'essaie d'être avec eux, j'essaie de les soutenir, de les réconforter. Comment les soutenir sans leur mettre la pression? Parce que parfois aussi, les élèves ou les enfants, aujourd'hui, ils analysent ce réconfort comme étant une pression, parce qu'il ne veut pas te décevoir non plus, vu que toi, tu fais de ton mieux pour être là, pour être à l'écoute. Et donc là, l'enfant, intrinsèquement, il se dit, maman, elle fait de son mieux pour me réconforter et ne pas me mettre la pression, mais il se met lui-même cette pression-là parce qu'il ne veut pas décevoir maman. Comment donc, selon toi, on pourrait soutenir l'enfant sans lui mettre cette pression-là? C'est un équilibre qui est très difficile. Ouais. C'est vraiment très difficile. Mais je pense que on apprend sur le tas. On découvre en fait les limites de son enfant aussi. Ils sont différents, ils sont pas nous. Deux enfants, même dans une même fratrie, ils sont complètement différents. Et il faut les accompagner doucement, c'est-à-dire il faut pas les laisser évoluer seuls et après les accaparer d'un coup. Ah, tu as beaucoup de retard, ah, il fallait faire ceci, ah, il fallait faire cela. Je pense que c'est ça. Après, quand on a la chance d'avoir des enfants qui sont vraiment autonomes, c'est forcément différent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle, en fait. Il y a pas de manuel. Oui, on est bien d'accord. Il n'y a pas de manuel pour être parent. Il faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'ils sont. Ouais. D'où l'intérêt du podcast, en fait, parce que d'un parent à un autre, chacun a eu ses propres aventures avec ses enfants. Chacun a appris sur le tas. Tu n'es pas la seule à m'avoir dit cela. Chaque parent qui vient ici me dit, mais en fait, j'ai appris en général sur le premier. Oui. Mais en tout cas, on a appris sur le tas parce que oui, je suis bien d'accord, il n'y a pas de manuel. Mais c'est pour ça que le podcast est là. C'est pour donner certaines pistes, certains conseils peut-être aux parents qui sont aujourd'hui au début du chemin, en tout cas, à essayer de guider leur enfant. Et ils pourraient trouver refuge dans vos propos, en fait. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que tu as un rituel secret pour gérer le stress? Le tien, celui de tes enfants. Tu sais, en général, pendant les examens, c'est toute la maison qui est stressée. Il y a le bac blanc la semaine prochaine, il y a le brevet blanc la semaine prochaine. C'est toute une ambiance de stress qui accable un peu la maison. Est-ce que tu aurais un rituel ou une petite astuce pour essayer de canaliser? Parce qu'on ne peut pas vivre sans stress, on est bien d'accord, mais en tout cas de canaliser ce stress-là et qu'il soit plus bénéfique que néfaste. C'est essayer de relativiser déjà, parce que de toute façon, je pense que le plus gros est fait pendant l'année. Après, la dernière ligne droite, il faut essayer d'un peu mettre tout en ordre, vérifier que tout est bon, mais à quelques jours près, il faut arrêter. Ça ne sert à rien, ce qui est fait est fait. Et oui, on aimerait bien que ça soit parfait, mais ce n'est pas évident. Donc, Ouais. Oui, non, mais c'est normal. Même nous, on a vécu ça. La semaine, dans le système tunisien, nous, on avait une semaine de révision avant la semaine du bac. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne. Et je sais que cette semaine, c'était une semaine de stress horrible. Même plus que la semaine où on passait. Parce que quand on passait, c'est bon, on a passé, on a terminé. heureusement qu'on oublie. Oui, heureusement. Heureusement qu'on oublie. Faudrait leur dire, hein. On a oublié. Donc, oui, c'est vrai, Exactement, on heureusement oublie. qu'on oublie. On garde les bons souvenirs, heureusement. Voilà. Ouais. Alors, y a-t-il eu un moment où tu as éclaté de rire, mais c'était un mauvais moment en fait. Tu étais en train de gueuler ou de les engueuler ou de les punir, mais il y a eu un fou rire. Et les psychologues appellent ça en général un peu le fou rire de la pression, du stress en fait qui est sorti, mais au mauvais moment.
Alors oui, je me rappelle une fois où j'étais un peu tendue parce que ça arrivait, il y avait une évaluation, rien n'était fait, c'était la veille. Et donc, j'étais en plein dans les explications, voilà, il faut faire ceci, il faut retenir ça c'est une définition, voilà les trucs les plus importants à faire, vas-y, montre-moi, fais cet exercice. Et là, au beau milieu, il y a une question qui sort qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de faire. Genre, on faisait de la physique et la question, c'était, tu imagines s'il y avait encore des dinosaures sur Terre? Là, quoi? Et moi, c'était le fou rire. Parce que ça fait retomber la pression. Tout de mais... suite, oui. Oui, exactement. Oui, tout de suite, oui, heureusement. Alors, vu que tu as parlé du système tunisien, du système français, et là, tu maîtrises assez le système français avec tes 2 enfants, t'as pas eu une fois l'envie d'échanger de place avec un de tes garçons, de vivre une de leurs journées au lycée avec, dans le système français en tout cas, dans leur lycée, avec leurs amis et tout? Ah, ça oui. Ça oui. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aimé reprendre les cours d'histoire, de géographie. Le français, j'ai redécouvert le français parce que il est enseigné autrement. C'est vrai que je trouve ce qui est dommage, c'est l'arabe, parce que c'est une belle langue et qu'ils n'ont pas la chance de découvrir la littérature arabe comme nous, on l'a fait. Euh, mais c'est vrai que oui, j'ai aimé. Et d'ailleurs, je me suis un peu investie parce que j'ai été membre fondateur de l'association des parents d'élèves et ça m'a permis vraiment de plonger dans l'ambiance du système français. Oui, j'ai Ouais. apprécié. Oui, je trouve que c'est important. Devenir APE, c'est voir le lycée de l'intérieur. Exactement. Et ça, c'est très important pour les parents de voir comment leurs enfants évoluent dans ce microcosme. Parce que c'est leur monde. Vraiment, c'est leur monde. Ils passent plus de temps avec nous Exactement. dans les couloirs et dans les salles de classe plutôt qu'à la maison. Et ouais, c'est important qu'un parent voit vraiment ce qui se passe. Oui, ça donne envie. T'es pas la seule à avoir envie. Alors, dossier suivant. Le dossier de C'est eux qui savent. En fait, ici, c'est un dossier où on parle plutôt des enfants. On dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants. Et moi, en tant que professeur, j'apprends encore jusqu'à aujourd'hui, grâce à eux, vraiment. S'il n'y avait pas eu mes élèves, il n'y aurait pas eu ce podcast, on en a parlé tout à l'heure, il n'y aurait pas eu mes pages sur les réseaux. C'était vraiment des élèves qui m'ont poussé, qui ont vu en moi ce que moi, je voyais pas, quoi. Et donc, pour toi, parent, est-ce qu'il y a eu un moment où un de tes enfants t'a appris quelque chose? Une leçon de vie, une notion, quelque chose que tu n'as jamais envisagé de faire parfois, par exemple, ça peut être une activité ou autre chose. Ils m'ont appris que accepter la différence et ils m'ont appris la résilience aussi. Parce que ils sont différents, les deux sont différents déjà, et ils sont tous les deux différents de moi. Ça, je pense que c'est la plus grande leçon de la vie pour moi. Ouais. Et donc, c'est plutôt une nouvelle manière de voir le monde, peut-être? Aussi, oui. Aussi. Que on est tous différents. On n'a pas forcément la même vision du monde parce que chacun a sa personnalité, parce que nous n'appartenons pas à la même génération, surtout. Oui. Que chacun de nous a un vécu différent. Donc, forcément, on sera très différents. Mm-hmm. Très bien. Alors, on passe au dossier suivant. Mais ça, c'est un dossier, on dit ça, on dit rien. Et là, on va s'amuser. Alors, on va jouer aujourd'hui. Alors, Camille,
Ça, c'est un jeu. Merci à Educare pour ce jeu éducatif que j'adore. Tous les parents ont joué avec moi, les élèves aussi. Alors, c'est quoi? C'est un jeu à peu près, il ressemble un peu à Action-Vérité. D'accord. Donc, ça s'appelle Aya Kifesh. C'est en arabe pour le moment, donc c'est en arabe. On attend la version française bientôt. Alors, il y a plusieurs rubriques. En fait, il y en a pour les parents, il y en a pour les enfants. Tu peux y jouer à la maison avec tes enfants. Et donc, on a Amal Haja, donc Kun Sarih et Al-Qahal, l'équivalent de Action Vérité et trouver une solution. Alors, comment on y joue? Il y a un dé ici qui décide de quelle couleur. Ça veut dire est-ce que c'est action, est-ce que c'est vérité et autres. Et il y a ici des questions. En fait, par exemple, ça, c'est une action. Donc, c'est une action à faire. Et ici, c'est une question. Donc, c'est une vérité. Et pour certaines cartes, si on ne trouve pas de solution, il y a un QR code qu'on peut scanner et on retrouve la réponse du coach. D'accord. Peut-être une solution qu'un parent ne peut pas, n'a jamais vécu. Par exemple, c'est des situations qu'on n'a jamais vécues et donc on n'y a pas vraiment réfléchi pour savoir quelle serait notre réponse ou comment on agirait. Et là, c'est le coach, c'est Madame Lilia Kamoun, donc coach en parentalité, qui donne des petites astuces pour aider parents et enfants à savoir comment réagir face à cette situation. D'accord? On y joue? Oui. Très bien. Alors, donc, on va s'amuser maintenant avec le jeu Educare. Alors, il suffit de jeter le dé, ensuite de lire ce qui est écrit sur la carte. Donc, soit Al-Qahal, soit Kun Sarih, soit Amal Haja. Donc, on a action vérité et Al-Qahal, trouver peut-être une solution. Vas-y, à toi l'honneur. Donc, violet, oui, Amal Haja, donc c'est action. أعطي أمر لصغيرك بلغة extraterrestre. Bah là, tu vas me donner un ordre à moi. واطلب منه باش تنفذه. Alors là. En extraterrestre, comment on fait ça? Déjà, en parent, c'est déjà un langage extraterrestre pour moi. Alors, le langage extraterrestre, ça peut être quoi? Moi, je connais que E.T. Je suis tellement... Et encore, il a appris à parler humain, lui. Alors, s'il y avait un de tes enfants, tu lui donnerais quel ordre? Alors, c'est plus facile. Vous êtes en train de jouer, hein, donc quel ordre tu lui donnerais? Il doit l'appliquer. J'ai déjà eu ranger sa chambre. Va dormir. Mais il est en train de jouer si tu lui demandes de dormir. C'est pour taquiner, oui, mais bon. Tu lui dirais quoi? Tu sais pas, c'est pas grave. J'aurais séché. Hein. C'est pas grave, garde-le. Alors, on va essayer autre chose. Ah, moi aussi. Donc, action. اطلب من صغيرك باش يدغدغك لمدة 15 ثانية لازم تضحك ما تضحكش. Ah, ça c'est facile pour moi. Je suis pas chatouilleuse. Ah non, moi c'est impossible, je tiendrai pas. Ah non, moi ça me dérange pas du tout. Je suis pas chatouilleuse La chance. du tout. Ouais. Toi, tu pourrais pas tenir en 15 secondes. Non, je suis très chatouilleuse. Bah, les garçons vont adorer alors. Ah oui, c'est assez clair. Bleu, donc Al-Qahad. Alors, صغيرك ما يقبلش النصيحة ويحب يعمل كان اللي في مخه كيفاش تقنعه. Alors, des enfants têtus aujourd'hui, on n'a que ça. Oui, mais après, c'est comme ça qu'on construit une personnalité. Ouais. Ça dépend. S'il ne se met pas en danger et que je laisse faire, et il verra que c'était pas le bon choix, la bonne décision et la bonne façon de faire. Mm-hmm. Après, ça dépend. Quand c'est quelque chose de grave, sérieux, là, c'est pas possible. Ouais. Et tu as vu, il y a le code QR là, en bas. Mm-hmm. Donc, tu peux montrer à la caméra. Donc, si vous savez pas quoi faire avec... si vous savez pas quoi faire avec votre enfant qui est têtu, acharné, on a un QR code d'Educare qui nous donne peut-être des prémices de solutions, comment un peu essayer de l'amadouer. Parce que le convaincre, ça va être difficile. Exactement. Alors, jaune, donc Kun Sarih.
شكون القريب من العائلة اللي ما تحبش تستدعى لعيد ميلادك؟ واو, ça va me faire Une réponse, une réponse. ça va faire قريب من العائلة ما تحبش تستدعى عيد ميلادك. Je peux pas répondre. Je vais dire mon mari, il est là. Hein. Je vais dire mon mari, je peux pas l'inviter. Je le vois tous les jours. En plus, le jour de mon anniversaire, ça va faire too much. À toi. Ah, encore action. Alors, اخترع تربيجة الكرت في كل فرد من العائلة وفسر علاش اخترت التسمية هذه. Ah, des surnoms aux enfants. Ils ont sûrement des surnoms, je pense. Oui, mais c'est plus basé sur leur prénom que... Alors, si tu pouvais leur donner d'autres surnoms par rapport à... Bah, l'artiste ou pour le plus jeune. Oui, Et, j'aurais dit pareil. Oui, et le petit génie pour l'aîné. Oui, oui, c'est vrai, ça fonctionnerait pour les deux. Super, à moi. Bleu, donc al-qahal. Alors, فقط اللي صغيرك يتعرض pardon, t'as vu l'arabe للتنمر شنو تعمل c'est le harcèlement. Alors, premièrement, je pense que je vais essayer de voir qui est en train de lui faire subir ça et de parler à ses parents, d'adulte à adulte, de parler à l'établissement aussi, parce que si c'est du harcèlement scolaire, donc c'est au sein de l'établissement. Et plus tard, je ferai comme un film, il y a un film très drôle, j'ai oublié le nom, d'une maman dont l'enfant subissait beaucoup de harcèlement scolaire, mais de gamins un peu plus âgés que lui. Et donc, elle leur a fait pareil. Je pense que je fais pareil. S'il n'y a pas de solution. Hein. Mais non, ne suivez pas mon exemple, il y a une solution ici. Non, mais c'est un film très drôle, vraiment. C'est l'actrice de Un gars, une fille. Machin, Julie Lamy, quelque chose comme ça. Et le petit cadet, il subissait beaucoup d'harcèlement, il ne voulait pas agir. Elle a essayé de parler avec les parents, elle a essayé de parler avec l'établissement. Plus tard, après, c'est du harcèlement gentil. Hein, ça veut dire qu'elle leur mettait de la colle sur leur casquette. Elle s'est transformée en une gamine, en fait. Mais pour trouver une solution à la fin, vous pouvez aller regarder le film. Allez, bleu. Alors, عندكم ضيوف في الدار وصغيرك عنده تصرفات تقلقك يبلبز على الطاولة يتكلم بالقوي يقص عليكم كيفاش تتصرف je le prends dans la pièce à côté et voilà. Et je le gronde. Oui, je le recadre. Gronder, ça va pas forcément marcher, mais je pense que faut y aller un peu plus... Faut être ferme sans... Voilà. En étant bienveillant. Très bien, merci. T'as apprécié le jeu, j'espère que tu vas y jouer avec les garçons. Alors, on passe donc à la dernière rubrique et le dernier dossier. Alors, Camilla, pour la fin de cet épisode, je vais te demander de t'adresser aux parents. Si tu pouvais donner un petit conseil aux parents, des parents qui aujourd'hui font de leur mieux, ils essayent, mais ils culpabilisent derrière, parce qu'ils ont l'impression parfois de ne pas être à la hauteur, de ne pas dire les bons mots, de ne pas faire les bonnes choses, entre guillemets. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Il faut rester à l'écoute. Y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont différents de nous, que leurs attentes sont différentes des nôtres, que leur vécu sera différent du nôtre et que notre temps est passé et que les choses sont différentes maintenant. Voilà, il faut les accompagner sans leur dicter ou leur imposer un chemin. Il faut vraiment être dans l'accompagnement. Voilà, c'est tout. Et faire de son mieux. Après, oui, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur, de stresser, de culpabiliser, de dire oui, qu'est-ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ?
Ça, personne ne peut nous le dire. On avance et voilà. Oui, et dernière demande, si tu pouvais conseiller les enfants aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Ayez confiance en vous. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment cultiver ça. C'est le plus important dans cette vie. Avoir confiance en soi. Merci Camille, merci d'avoir Merci à accepté toi. mon invitation. J'étais ravie. C'était un plaisir pour moi aussi. Plaisir partagé, merci beaucoup. Alors, encore un parent qui n'arrête pas de vous demander d'avoir confiance en vous. Je pense que le message est clair. Les parents qui se cherchent encore, on a proposé aujourd'hui certaines pistes, certains petits conseils pour vous aider à accomplir votre devoir et faire de votre mieux. On dit ça, on dit rien. Merci, on a terminé. Merci.